D'appartenir à ce centenaire, enfin à l'histoire du PUC en fait, elle appartient à l'histoire du PUC. Non, c'est quelque chose, j'en ai conscience, c'est quelque chose d'important, d'impressionnant, c'est quelque chose dont j'ai vraiment conscience. Donc le fait de pouvoir déposer mes, mes petites histoires et anecdotes dans l'histoire du club, non, c'est sincèrement, c'est une fierté. C'est pour moi un grand événement qui me touche beaucoup parce que c'est une part de mon parcours de vie, un parcours qui a été marqué justement dans la période de 1956 à 1970 de ma participation au club et de vivre une épopée. Le PUC, c'était le club, voilà, de Paris et de la région parisienne. Hein, parce que je te dis, il y avait de cette décennie précédente, il y avait ces titres, ces joueurs et joueuses emblématiques, et donc voilà, c'était quelque chose de très important. Ça me fait très très plaisir de voir que le club existe encore 100 ans après. Enfin, moi, je trouve ça très très symbolique. Parce que le PUC, ça représente énormément dans ma vie. Ça fait 10 ans de ma vie que je suis au PUC. Je saurais pas dire combien de jours par année, mais enfin, c'est une période de ma vie énorme, quoi. Je connaissais pas forcément l'histoire du PUC, mais j'en avais déjà entendu parler parce que du coup c'est un très gros club omnisport du coup sur Paris, enfin je crois même le plus grand. Donc j'en avais pas mal entendu parler et même quand je jouais moi-même au basket, on a pu rencontrer le PUC pas mal de fois. Et même en première année U20, j'avais une très bonne équipe et même quand j'étais en U17, on a pu les affronter et c'était de très gros matchs à chaque fois. Donc, on a pu entendre parler du club aussi par là. Donc quand je pense à 100 ans du PUC, je pense à ça. On va dire, je pense au titre de champion de France, à des internationaux qui sont passés par le club et aussi que c'est un club étudiant. On a gardé Paris Université Club. Ça reste étudiant, mais avant c'était vraiment le club étudiant. Enfin, c'est de ce qu'on me raconte, c'était vraiment le club étudiant avec les soirées, avec la CTU, avec. Dans le terme PUC, il y a Paris. Et vis-à-vis du monde étranger et le basket, des universitaires, on représentait quelque chose mondialement. Si bien qu'on était invité en Afrique, on faisait des déplacements grâce à Fenberg aux États-Unis, on allait dans les pays de l'Est. Et un de mes souvenirs marquants, ça a été l'invitation en 1957 au Festival mondial de la jeunesse à Moscou, où nous étions les équipes garçons et filles participant à ce festival. Et on rencontrait, nous, équipes de club, le PUC, des équipes nationales, nous, équipes de club. Mais moi, je suis retrouvé, alors que j'avais très peu de pratique de basket à haut niveau, ça m'a révélé quelque part, j'étais parmi les meilleurs marqueurs de ce tournoi, alors que je sortais de ma province, je dirais. Voilà.
Bon, alors là, bon, bien sûr, Roger Antoine, qui est vraiment un monument du basket français et qui a été capitaine de l'équipe européenne. Voilà, vraiment un joueur talentueux qui est arrivé tout à fait par hasard, un petit peu, pas par hasard, c'était un athlète. Et puis un jour, il a joué, il a fait un match et puis on l'a enrôlé. Mais son histoire, elle est marquante de ce point de vue-là. À l'époque, c'était l'amateurisme et le PUC était un tenant de l'amateurisme. Il se trouve que on interdisait toute publicité sur les maillots et Jacques Flouret, qui était lui responsable aussi du sport scolaire à l'OSU, qui était un ancien puciste, et lui qui a été d'ailleurs à l'origine de la section basket du PUC, parce qu'il était athlète et puis qu'il est devenu, il a contribué vraiment au départ de la section basket. Moi, je suis entré dans ce monde du basket amateur. Les compétitions internationales, il fallait signer un papier, comme quoi pour les Jeux Olympiques, par exemple de 60, on signait un papier attestant qu'on était amateur. Voilà. Et c'est dans ce monde-là qu'on a vu se développer au niveau national, qu'on a appelé l'amateurisme marron. Et nous nous sommes trouvés, nous universitaires, à jouer contre des clubs qui étaient des clubs soit où il y avait comme l'Asvel, où il y avait une personne qui donnait de ses deniers, le basket aussi des municipalités comme Toulouse, où c'était des joueurs qui travaillaient à la mairie, ou voilà, ou des clubs comme le Racing, où on donnait des emplois aménagés, je dirais, aux joueurs pour qu'ils puissent s'entraîner davantage. Nous, on s'entraînait 2 fois par semaine. Et on s'est trouvé confronté à des équipes où il y avait un temps d'entraînement beaucoup plus long, et puis où il y a eu l'arrivée progressive d'étrangers. Voilà, alors là, on retrouve le PUC, et comme on l'a dit, une des premières équipes françaises à se rendre aux États-Unis. Et c'est ça en 1955, avec des joueurs qui étaient des profs de gym. On y retrouve Roger Antoine, Martin Feinberg, Owen, Falguière, Michi, des joueurs. Et là, on voit Frézo qu'on appelait le barbu, parce qu'il avait voilà. Et c'était l'équipe de 55. Comme disait Busnel, il y en a toujours eu dans le basket français. Mais c'était dans les clubs du Nord, notamment, et de Lorraine, des Italiens et dans le sport ouvrier qui finalement descendaient à la mine et venaient le dimanche faire le basket avec un club emblématique de ce point de vue-là, c'était Auboué. Au PUC, on a toujours eu des étrangers, des étudiants qui venaient faire des études en France et qui étaient basketteurs et qui tout naturellement venaient opérer dans notre équipe. C'est lié au milieu universitaire. Voilà. Dans le basket que nous avons connu, on était confrontés à des différents types de clubs. Beaucoup aussi de patronage. C'est la tradition du basket en France, où il y avait des patronages catholiques, alors que le basket, au départ, c'est un sport protestant. Voilà. Cette année 63, où nous étions champions de France, les filles championnes de France, hein, la même année. Hein. Ah bah, c'est un moment vertigineux parce qu'on l'attendait aussi. Et avec le PUC champion de France, on joue la Coupe d'Europe. Et on a fait le match aller à Bullier, on a pris une belle branlée parce qu'il y avait en face Korac qui a mis je ne sais plus combien, 30 points. Et nous, on était des petits amateurs.
Et puis, en plus, Phil nous avait quittés, donc on n'était plus aussi performant, notamment dans le jeu intérieur pour contrer Korac. André Phil, c'est un grand monsieur du basket qui a apporté au PUC vraiment un titre important en 1963, à la fois pour le championnat de France et pour la Coupe de France. Mais un qui, aujourd'hui, avec le recul, me marque davantage par rapport aux fonctions que j'ai aujourd'hui, par rapport à l'histoire du basket en France, c'est qu'on avait une ouverture vers le monde extérieur. Et c'était des étudiants universitaires français qui étaient quelque part un flambeau du basket français à l'étranger. Voilà, ça c'est pour moi aussi quelque chose de marquant. Et je suis arrivée au PUC quand je suis devenue étudiante et en particulier parisienne. Ça, c'était dans les années 70, 71, et le PUC avait ce prestige derrière lui. Donc, j'avais vraiment la conscience d'arriver dans quelque chose qui, pour moi, était quand même merveilleux. Voilà, avec des jeunes filles qui ont été dans l'équipe de France, notamment Jackie Delachey, Nicole Pierre, qu'on voit ici, Martine Gravas, Coco Briand, qu'on retrouve, qui est un des piliers du basket puciste féminin. C'est la dimension universitaire qui nous rassemblait. Ici, à Charletti, on faisait des fêtes quand même qui rassemblaient tout le basket parisien, de toutes les universités parisiennes. Et donc, on était un petit peu le centre névralgique de la communication. C'était pratique. On était tous à la même fac, filles et garçons. Donc, on a une grosse génération pour ça. Quand on vient de province, Paris, c'est immense. On va jouer. Où est-ce qu'on trouve un club de basket? Et puis, c'est une fois qu'on y est qu'on se rend compte si on y est bien ou pas. Effectivement, dans ces années-là, on s'est retrouvés à un moment de bascule qui a duré toutes les années 70 et 80, qui a commencé bien évidemment par les garçons, mais qui nous aussi nous a atteints parce que les conditions de pratique n'étaient plus tout à fait les mêmes. On avait vraiment l'impression d'être alors à cette époque-là, pas à un tournant, mais à une reprise de flambeau qui était quand même un peu difficile. C'était un peu ça. En 1974, le PUC s'offre un Américain gratuit, Monson de Boston, tout bêtement récupéré sur le Boulmiche. Se réfère aux fabuleuses années 60-70, la réponse ne fait pas de doute, c'est bien le basket. Dans le sillage des bons prodigieux de Roger Antoine, le PUC volait de succès en triomphe. Les titres s'accumulaient comme une avalanche de ballons s'entrechoquant pour entrer dans un panier. Sous les tribunes grandiloquentes de Charletti, l'apoplectique gymnase vous faisait des irruptions folles d'un chroniques, cacophoniques. Il n'est pas fort enviable d'être issu d'un pareil lignage. Quand vos pères ont tout raflé sur les chemins de la gloire, il ne vous reste plus qu'à cueillir un à un d'humbles lauriers, toujours déjà défraîchis en vous excusant presque. Mais comment en est-on arrivé là? À considérer l'histoire du sport moderne, il est patent que le PUC en a toujours anticipé les évolutions. Ainsi avait-il génialement pressenti l'américanisation du basket, en accueillant jadis ses grands Feinberg et Fields, mais une fois le train mis sur les rails, le PUC ne s'est guère mis en peine de le prendre. Je suis arrivé en 88, on est fin du premier François Mitterrand. Premier match, et un de mes coéquipiers qui fait un démarrage avec ce match d'une main. J'ai dit, je suis arrivé là, moi je devenais de département. Un joueur comme ça, je dis, c'est la seule fois qu'il l'a fait en 10 ans quand j'ai joué au PUC. Donc je suis bien tombé ce jour-là, mais c'est comme ça. Et à l'époque, on avait le hand, le volley et le basket. Je fais peut-être des erreurs. Féminin, masculin qui jouait au plus haut niveau. Je voudrais dire, on n'avait pas que le basket, on avait d'autres choses. Et donc, on avait quand même un champ d'intérêt plus ouvert, il me semble. Ça, pour moi qui venais de province et qui jouait n'importe où, n'importe comment, c'était surprenant de croiser des Alain Fabiani au volley ou des handballeurs qui passent à la télé aujourd'hui. Enfin, c'est surprenant. Mais je crois que ça m'a fait prendre conscience que c'était ça. Et c'était mixte en plus. C'est un club mixte qui n'est pas le cas de beaucoup de clubs.
On ne sait pas être capable de jouer à ce niveau-là déjà. Donc, je crois que Christian, c'est Ivano Ballarini que vous connaissez aussi, qui l'avait fait une fois. Il avait fait passer des tests psychologiques et je pense qu'il avait catalogué dans les fous. Et je pense que c'est plutôt bien. J'étais ingérable, je pense, sur un terrain, que ce soit Christian Cheviron ou Fatih Driss qui m'a coaché dans un autre club, qui était un ancien pusiste aussi. Je crois c'était compliqué. Je réfléchissais pas. Je ne sais pas si je réfléchis aujourd'hui d'ailleurs, mais... Alors, une anecdote aussi, après 68, on rencontre la police, la SPP. Alors, on a fait une présentation des équipes et moi, j'avais demandé à tout le monde d'amener un pavé dans un paquet cadeau. Alors, à la présentation, on avait tous notre beau paquet, notre pavé, et on est allé saluer la main de nos adversaires en leur offrant un pavé. C'était pour marquer 68 et notre aspect, on était un peu frondeur, quoi. Mais c'est les premières manifs en tant qu'étudiant ou en tant que coach, quand j'en récupère des joueurs qui ne peuvent pas s'entraîner à l'entraînement parce qu'ils sont allés manifester la veille et qu'ils ont eu des rencontres. Donc il y a eu des joueurs exceptionnels, mais qui venaient pour autre chose. Après, moi, dans ma génération, il y a eu plus exceptionnels, je pense. Ceux d'avant, les plus âgés. Mais c'est comme ça, c'est pas grave. Je suis jamais monté au PUC. On s'est toujours battu pour le maintien. L'anecdote que je peux raconter, c'est on a eu un Breton qui est arrivé en disant j'ai fait 4 clubs, 4 descentes. Est-ce que vous m'acceptez? Donc on a dit oui, bien entendu. Donc on a tenu. Et la dernière année, sur tapis vert, on a pris 3 divisions. Donc Bob, pour ne pas le citer, il se reconnaîtra. C'était rigolo. On a bien lutté, mais en termes de performance sportive. Et le match retour, on ne l'a pas fait. On devait aller et on a prétexté que l'impossibilité de se déplacer à Belgrade. Donc on avait une invitation en Égypte. Je reviens sur les parcours vraiment international et l'équipe est partie en Égypte. Alors ça fait un tollé au niveau de la fédération internationale. La fédération, une fois de plus, on a été pointé par les autorités fédérales, à la fois françaises et je dirais européennes, la FIBA. C'était ça aussi le PUC, la déconne et les conneries en tout genre, voilà, parce qu'on avait un esprit frondeur. Non seulement vis-à-vis de la fédération et vis-à-vis notamment du Racing, voilà, et il y avait tout un tas de traditions liées. Et les finales des championnats de France, on arrivait déguisé avec la fanfare des Beaux-Arts, voilà. C'est des souvenirs marquants, ça. Mais effectivement, c'est un club qui maintient une tradition d'une forme d'amateurisme associatif, telles que les associations, je dirais, à caractère familial ou confessionnel, avaient par le passé, ou laïque, avaient, voilà. Projet sportif, il y a 50 ans, on était en haut de l'affiche. Maintenant, on joue en département ou région. Et donc, c'est pas le sport en lui-même ou le niveau de pratique qui nous rassemble. Au-delà des présidents, des bénévoles, que ce soit Coco Bonnevie, que ce soit Jacques-Pierre Carpin, que ce soit Jean-Louis Novarezio, c'est des gens qui sont décédés éventuellement, mais c'est des gens qui ont été précieux parce que le PUC tout n'aurait pas sans ces gens-là. Le secteur associatif en général non plus. Je pense que c'est les individus qui composent le PUC, plus que le PUC. Mais oui, c'est les personnages que j'ai rencontrés, c'est pas des personnes, c'est des personnages. Je sais pas, aujourd'hui, j'avoue que j'ai pas de regard sur les effectifs et les origines des licenciés, s'ils sont pareils dans les adultes. Mais nous, il y avait quand même à l'époque beaucoup d'étudiants.
Moi, je suis à la fac, je suis étudiant à la fac, je fais un master STAPS en préparation mentale. Et à côté, je coach au Puck Basket et je joue aussi au Puck Basket. Moi, j'ai grandi pas loin d'ici, là, dans le 14e, côté du parc Montsouris. Mais même quand j'étais plus petit, là où je venais jouer, c'était ici, là. C'était ici à Glacière, c'est là où j'ai tapé mes premiers ballons en street, on va dire. En fait, simplement, j'avais envie de jouer des matchs en club. J'avais envie de porter le maillot, mais comme à la télé, en fait, comme à la télé. La différence, c'est surtout que tu as le maillot, tu vois, tu as le maillot, tu as les cuissons. C'est la principale raison qui m'a motivé à me dire, ah ouais, j'ai envie de jouer en club. C'était avoir le maillot, avoir la structure, on va dire, vraiment de se dire, ok, là, je suis dans un club, je suis affilié à un groupe, à une équipe. Et donc c'est la raison principale qui m'a poussé à faire cette transition. Quand j'étais joueur, on m'a laissé quand même développer pas mal ma créativité. J'ai commencé à coacher. Quand je me suis blessé, je me suis fait les croisés. J'avais 19-20 ans. C'est moi qui a demandé à coacher parce que j'avais envie de rester dans le milieu un peu, on va dire. C'était l'année aussi où je rentrais en licence STAPS. Donc après, c'est aussi un peu lié, tout ce qui va être STAPS et le coaching, c'est aussi ce que je voulais faire. Donc l'année où je me fais les croisés, je rentre dans le milieu du coaching. Moi, je vais aller demander justement au président de l'époque s'il y avait une équipe. Et j'avais une sacrée équipe, on m'avait filé les U17-4, je crois. U17-4, ouais, j'étais mauvais coach au début, hein, j'étais quand même très mauvais. Mais mais ma première expérience de coaching, ouais, c'est de ma propre initiative. Les coachs du PUC que tu as eu avant, ce que tu as aimé, ce qu'ils t'ont apporté. Tu regardes, tu observes et tu copies simplement. Hein. Tu prends, tu copies. Alors ouais, je pense que le PUC a été quand même un facilitateur hein, dans la transition joueur-coach. Parce que dans le sens où quand tu es dans la structure où tu as grandi, où tu as joué depuis tout petit, tu connais le gymnase, tu connais les joueurs, tu connais... les codes des cadenas, tu les connais, ça peut paraître rien du tout, mais des fois, il y a eu trop de galères comme ça. Mais en fait, quand tu es déjà dans la structure, tu es déjà incorporé dedans, et ben, le fait de connaître tout ce qui se passe autour, les gymnases, les coachs, les joueurs, ben, en fait, tu es juste beaucoup plus à l'aise en fait, pour apporter les connaissances que tu as du basket, simplement, quoi. Prince, à l'époque, il coachait déjà les jeunes, donc je suis venue le rejoindre en tant que coach assistante. Et ça n'a rien à voir. En fait, il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, en amont, tu prépares les entraînements. C'est quelque chose de... Voilà, tu prépares les exercices. Il faut aussi toujours avoir l'intérêt du groupe, toujours avoir le groupe avec toi. Quand tu es en plein match, c'est-à-dire qu'aux joueurs, on essaie de lui dire... un peu ce qu'il a à faire sur le terrain, etc. Et si jamais il le fait pas, bah tu dois gérer la situation d'une façon. Et moi, ça me correspond pas. Je préfère avoir la situation en main, en fait, tout simplement. Ok, c'est mieux IB. Oui, très bien, sans descendre, très bien. Très bien, pas mal. Stop. Tu joues avec qui là? Vous jouez avec qui dans cette colonne là? Le terrain, le panier, il est là, rentre dans le terrain, gars. Ce que je veux dans mon coaching, quand je coach mes jeunes en U15, du coup, c'est pas forcément qu'ils gagnent. Je veux qu'ils gagnent, mais c'est pas l'objectif principal que je recherche. Parce que dans l'idée, ce que je veux du coup, c'est qu'ils se développent, en tant que sportif, mais et surtout et principalement en tant qu'être humain en fait, parce que à travers le sport,
c'est là que tu retrouves en fait toutes les valeurs de la vie. Que ça soit, je sais pas, la persévérance, les efforts continus, ne pas lâcher. Tous ces trucs-là que tu retrouves dans le sport, après, ils se transcrivent derrière dans la vie. Et c'est là où je veux appuyer. D'ailleurs, il y a le... Je sais pas si vous avez suivi, il y a Greg Popovich au Hall of Fame. Il parlait à un moment donné, il parlait des stars qu'il avait, là, les Tony Parker, Tim Duncan, etc. Il disait un truc qui m'a vraiment touché, là où je me retrouve énormément. C'est qu'il disait que, au final, en gros, j'ai pas les mots exacts, mais en gros, il disait qu'au final, le basket, c'est rien en fait. Le basket, c'est rien du tout. C'est juste un sport, c'est un jeu, parce que à la fin, ce qui reste en fait, c'est qu'est-ce que tu as créé derrière en fait, derrière ce sport. Tu vois, quel est le lien qu'on a entretenu entre toi et moi? Quelle émotion tu as créé? Parce qu'à la fin, le mec qui met le buzzer à la fin, c'est pas le panier qui rentre qui est vraiment important, c'est l'émotion que ça t'a créé derrière. C'est ça en fait là où il voulait en venir. Et en fait, c'est un peu la même philosophie, c'est que derrière en fait le principe, le coaching que je développe moi, et ben j'ai envie en fait de développer le joueur de manière en fait que après le gars il va faire sa vie même s'il fait pas le basket plus tard. Mais le gars, c'est un être humain, il sera accompli. Et peu importe ce qu'il fera, il va le réussir parce qu'il a des valeurs de persévérance, d'effort, tout ce genre de choses, quoi. Attention, allez. Anatole, vas-y vite. Faut tamponner fort sur les écrans en retard, ok? Tu vois, si c'est toi qui es sur le grand pression, on va tamponner fort sur les écrans en retard, ok? Et là, regarde, là, t'as reçu la balle, tu regardes tes baskets. Parce qu'il est long, gars, tu l'allumes, tu tires dans sa gueule et tu marques. Quand tu tires, tu sais que tu vas marquer, tu allumes ça, ok? Vas-y, souffle. Islam, vas-y vite. Attaque, très bien. Adam, tu vas où? Il drive vers toi, Adam. Tire. Georges, tire. Arrête de l'appeler, il est tout seul, laisse-le prendre son tir. C'est dangereux ici. C'est dangereux. S'il n'y a pas d'aide, on y va, on va au charbon, on va les tuer les gars. Mais sinon, les gars, ils viennent faire une passe, mais donnez le ballon. C'est un catch and shoot. Surtout qu'on est bien. Vous êtes tous capables de tirer, gars. Mets-toi en face de moi. Vous êtes tous capables de tirer. Arrête de tirer la gueule, gars. Mets-toi bien en face de moi. Ok? Il n'y a que le 4, les gars, qui flinguent, en fait. Hein, donc il n'y a que lui où vraiment il faut être à l'affût sur la main, c'est le seul gars. Je n'ai pas forcément fait la demande dès le début, mais j'ai pu demander après à Vincent. Et je lui ai demandé du coup que j'aimerais bien prendre une équipe ou être juste en assistant. Ce serait plutôt intéressant de pouvoir continuer à faire des petits suivis et entraîner, même pour l'expérience aussi au final. Hein, sur le CV sportif, c'est toujours intéressant justement d'avoir ce genre de choses. Ce que je cherche à transmettre au maximum, c'est vraiment tout ce qui va être les implications, les valeurs humaines, parce qu'on oublie énormément les valeurs humaines dans le sport. On se dit souvent c'est un sport collectif, donc ok, on fait les choses comme ça, mais non, au final, il faut savoir se respecter. Donc tout ce qui est respect, tout ce qui est vraiment aussi ce côté de ne pas abandonner, tout ce côté mental et surtout mon expérience. Donc, j'ai eu de la chance dans mon parcours d'avoir pas mal d'expérience, d'avoir des très gros coachs aussi, mine de rien. Donc je me dis pourquoi pas moi aussi, qui m'ont transmis des choses, donc je me dis pourquoi pas en fait les retransmettre aussi en retour. Hein. On priorise pas forcément, si, on priorise la défense. Voilà, on est connu pour la défense. Mais c'est vrai que derrière, après, voilà, on travaille aussi beaucoup tout ce qui est dribble, tir et autres. Mais c'est vrai qu'on va aussi beaucoup axer sur le physique, la défense, les jambes et la connaissance aussi de la défense, mine de rien, parce que la défense, c'est pas que savoir courir à gauche à droite. Pour moi, c'était quand du coup j'ai commencé à entraîner aussi les U20. On a eu une équipe en division 2, du coup vraiment on l'a monté avec coach Axel. C'est très 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 compliqué. Niveau cohésion, on essayait vraiment de faire de travailler en fait pour ces jeunes-là, que ce soit au niveau des entraînements, des sorties, de prendre en compte tout ce qu'il y avait pour chacun des joueurs qui puissent justement en fait travailler main dans la main. C'est très compliqué. Et je me rappelle un jour d'ailleurs à Bourneville. Il y a eu je crois que c'était contre le Stade Français d'ailleurs,
il y a eu un très très gros match. Les joueurs avaient du mal à s'encourager vraiment sur le banc et tout. On a eu une très grosse semaine. Et pareil, on s'attendait vraiment en fait à se faire marcher dessus, se faire rouler dessus par le Stade Français. Et puis je sais pas ce qui s'est passé. On a eu un éveil en fait de tous les jeunes en même temps. On a senti la cohésion et ça c'était très très marquant. Et ça a lancé vraiment quelque chose au fur et à mesure qui s'est perduré au final dans le temps sur les quelques années où j'ai coaché avec Axel, qui a pris la place du photographe aussi entre guillemets. Donc j'apprécie pas mal le côté artistique et je me suis dit bon il me fallait quelque chose pour ne pas délaisser littéralement en fait le basket. Donc je me suis dit bon allez pourquoi pas. Donc j'ai des amis qui ont fait des écoles de photographie, donc du coup ils m'ont orienté, j'ai pu travailler avec eux pendant des mois et puis du coup derrière j'ai continué à travailler tout seul et du coup j'ai pu justement donner de mon temps au Paris University Club dans ce champ-là. Que je fais actuellement, c'est-à-dire être en alternance en maison d'édition, c'est que en fait ça s'est fait crescendo d'avoir toutes ces responsabilités au sein du club. C'est-à-dire que d'abord j'ai été joueur et ça me prenait déjà pas mal de temps parce que comme je disais, tu vois tes coéquipiers 2 fois par semaine, tu les vois le week-end. Après je suis passé entraîneur donc ça rajoute une charge de travail et après je suis devenu président. Donc, c'est-à-dire qu'au tout début président c'était vraiment très très intense et après t'arrives enfin, c'est quand même très intense, hein, et je le fais par passion parce que j'aime ça, parce que le week-end quand je rentre chez moi, j'aime connaître les résultats des différentes équipes. J'aime voir évoluer le club. Et aussi, je pense que au tout début, j'étais très très à fond, je déléguais pas du tout. Et là, quand même, je suis entouré de gens qui m'aident, qui m'épaulent. Donc, je pourrais les citer, mais il y a plein de gens au sein du club qui m'ont aidé, qui continuent à m'aider au quotidien. Le 25 mai, il y a un clinique à Port-Royal, à Sarail. Là. En gros, c'est pour le recyclage des coachs Île-de-France. Et c'est le PUC qui l'organise. Enfin, c'est le PUC qui l'organise avec la Ligue. Donc ça sera samedi matin, le samedi 25 mai. Il faudra quelques personnes à l'accueil, des trucs comme ça. On est inscrit en une équipe en U17-2. C'est-à-dire c'est 4 équipes en plus. Sachant qu'il y avait certains week-ends déjà où c'était un peu serré niveau timing. Parfois, j'avais mis des matchs en semaine. Parce qu'en gros, comme on n'a que Lavoisier le samedi et le dimanche, ça fait serré. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander un deuxième gymnase, sûrement Bourneville. Après, à voir s'il est dispo, parce qu'il y a le hand qui joue là-bas. Mais donc, il y aura peut-être des matchs en semaine. À l'entraînement, il y a trop de contraintes. U11, pareil, bon, ils ne sont pas là, les Ludo et Adil, ils font du 5 contre 5 en U11 à l'entraînement. Donc il y a 2 clampins qui jouent, ils prennent la balle, les autres ils les suivent comme ça. Hop, en plus, ils prennent le rebond, au lieu au moins qu'ils ressortent la balle. Non, ils repartent à 3 points, et hop, ils réattaquent, et ainsi de suite. Donc il n'y a que 2 joueurs qui jouent. Il n'y a que 2 joueurs qui jouent. On va bien réciter. Et là, maintenant qu'on est en deuxième phase, que tout le monde. Maintenant, on demande de lire la transition, les gamins d'Île-de-France, ils galèrent. J'ai un gamin qui vient de Caen, alors lui, par contre, lui, il revit. Lui, il revit, lui. Tac et tout, donc il faut casser le truc, lui, il revit. Mais l'Île-de-France, voilà, eux, un contre un, j'arrive à voir, mais dès qu'il faut être sur la lecture du jeu à 3, ou machin, ou mettre la balle, la passe et compagnie, c'est plus compliqué. Donc je ne dis pas forcément ce que nous on fait, c'est idéal, hein, mais je pense même que nous on le fait parce qu'on a des gamins qui sont comme ça. Nos gamins sont tellement athlétiques que voilà, ça serait quand même un tort de ne pas faire de jeu rapide. Et ça veut dire qu'en gros, il faut qu'on soit tous plus dispo. Ce qui est bien, c'est qu'on a plus d'arbitres, donc déjà ça on pourra couvrir plus, parce que ouais, comme les U20 et les U17 sont plus en Div 1, il n'y aura plus d'arbitre officiel. Ça c'est sûr, donc il n'y aura que les U15 de Prince, les seniors filles 1 et les seniors garçons 1. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a que 3 clubs, parce que 3 équipes. Parce que les U15 filles, pareil, on n'est plus en Div 1. Donc en gros, ouais, c'est ça. Donc il n'y aura que 3 équipes qui ont des officiels. Donc il faudra à la fois que les joueurs, nous, ils fassent plus d'OTM, que nous, on soit aussi un peu plus dispo. Tu vois, quand t'es président d'un club, on va dire, t'essayes un peu de regarder ce qui se fait à côté. Et ce qui se fait à côté sur Paris. Et nous, notre objectif, c'est clairement pas d'être en professionnel, parce que de toute façon, le PUC, c'est pas ça. Enfin, le PUC omnisport, c'est pas sa vocation. Mais en tout cas, retrouver le meilleur niveau pour en fait concilier un peu toutes les propositions sportives. Donc, on veut proposer du loisir, on veut proposer de la compétition. Et quand tu fais de la compétition, t'as quand même le truc de jouer au meilleur niveau possible. Donc là, les seniors 1, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas été en région, ça faisait 10 ans. Là, on s'est maintenu difficilement. L'objectif, c'est d'être peut-être au plus haut niveau régional, sachant qu'il y a 3 niveaux régionaux en garçon. Les filles, il y a 2 niveaux régionaux en senior. L'objectif, c'est de retrouver le niveau régional. Pareil, d'avoir des équipes jeunes en région.
Donc ça passe par avoir des meilleurs entraîneurs qui soient mieux formés, qui passent les formations. Ça passe par avoir plus d'arbitres aussi, parce que parfois on se plaint qu'il n'y a pas d'arbitre officiel, mais en même temps, si nous on ne forme pas d'arbitre. Fait du bien. Franchement, ça égaye mes journées. Même si, bon, tu sais, quand tu joues, t'as pas toujours l'air d'être heureux. Mais en fait, moi, ça me fait énormément de bien. C'est comme un échappatoire. C'est aussi le besoin de se dépenser, de tout évacuer, tout ce qui s'est passé dans ta journée. Enfin, je me souviens que quand j'allais à l'école, le meilleur moment de ma journée, c'était l'entraînement de basket. J'avais trop hâte. Les week-ends, enfin, j'avais trop hâte. Après, une petite pression, on se mettait avec les filles et tout avant de jouer le match. Enfin, voilà. C'est ça aussi qui est stimulant en fait dans ça, dans être président, dans être entraîneur, dans être joueur, c'est que tu progresses. En gros, entraîneur, tu sais qu'il y a une progression de tes joueurs. Président, tu sais qu'il y a une progression de ton club. Tu as l'impression que ton club il évolue. Et donc c'est aussi pour ça que tu continues. Quand t'es une fille au basket, faut toujours prendre en compte qu'il y a les garçons d'abord. Et ça marche, par exemple, pour les créneaux d'entraînement. Par exemple, quand on va organiser, et c'est pareil pour les matchs le week-end, hein, mais bon, pour organiser des entraînements, on va toujours d'abord demander aux garçons quels sont leurs créneaux. Pour les meilleurs gymnases, on va toujours d'abord les confier aux garçons. Pour les vacances, s'il y a des gymnases disponibles, on va toujours d'abord donner les créneaux aux garçons. Et les filles, elles s'adaptent. Elles s'adaptent en fait. Donc par rapport à ça, c'est pas forcément évident. Même au niveau du coaching, on va toujours d'abord trouver les coachs pour la section masculine. La section féminine, après, on néglige un petit peu plus quand même les compétences de coaching. Et ouais, ça c'est vraiment une réalité. Et en fait, le vrai travail aussi qu'on a voulu faire dans le club, c'est que, en gros, il y avait une personne qui s'appelait Heidi Girousse, qui était entre guillemets la directrice technique du secteur féminin et qui a arrêté. En fait, à partir du moment où elle a arrêté, c'était un peu elle qui gérait toute la section féminine. Il y a eu beaucoup moins de filles. Et donc, ce qu'on a essayé de faire, c'était de redynamiser la section filles et du coup d'être attentif et de recréer, en fait, enfin de redynamiser qu'il y ait de plus en plus de filles. Parce que tu vois, là, si, en termes d'adhérents, on est 400 et on est 300 garçons et 100 filles. Donc, en fait, il n'y a pas autant de garçons que de filles. Alors qu'en fait, comme on parlait d'héritage, c'est un club qui était à la fois un bon club féminin et un bon club masculin. Après, ce que le PUC fait, bah là, nous, on participe à un dispositif de la ville de Paris qui s'appelle Paris Sportive, où en gros, donc, c'est rendre accessibles les espaces qui sont majoritairement occupés par des hommes, comme les playgrounds de basket. Donc nous, on le fait derrière le gymnase Bourneville, on le fait à Glacière. Les terrains de basket ils sont en dessous du terrain Glacière. On l'a fait à Charles-Moureux. Donc il y a ça. Après, est-ce qu'on fait des trucs en particulier? Bah, je sais pas. Je sais que peut-être que Asia, qui est coach fille, Fatoumata, qui est coach fille, elles vont peut-être être plus à l'aise pour parler de certaines choses. Par rapport à ça, oui, ce serait bien plus rassurant d'avoir une coach féminine qu'un coach masculin. Et j'en ai jamais connu des coachs féminins. Maintenant que tu le dis, c'est vrai que j'ai jamais connu de coach au PUC. Ni partout ailleurs d'ailleurs. En 10 ans de basket, j'ai jamais eu de coach féminine. Mais quand tu me parlais du manque d'accessibilité, en fait, moi, ça me fait penser, bah déjà, comme je te dis, il y a moins de filles que de garçons. Mais surtout, en fait, il y a moins de moyens pour le basket féminin. Donc ça veut dire que quand tu vas dans un centre de formation pour les garçons, tout est payé. Sauf certains clubs qui ont vraiment pas d'argent. Et par exemple, Fatoumata qui était partie dans un centre de formation à Chalon. Tu vois, Chalon, c'est un club masculin et féminin.
Mais tu avais l'impression que les filles, elles étaient délaissées, tu vois. C'était les garçons qui étaient mis en avant. Les filles, elles n'avaient pas le droit à la salle de muscu. Elles avaient moins d'entraînement, elles étaient un peu mis de côté. Donc c'est ça la vraie différence, c'est que tu vois, même Salimata qui était partie à la glacerie, qui est le club de Cherbourg, c'était plus compliqué en fait en termes de centre de formation. Par exemple, sur Paris, tu n'as pas de centre de formation pour les filles. La meilleure équipe, c'est le Stade Français, elle est en National 1, donc 3e division. Et donc en gros, quand tu as des joueuses d'un bon niveau au PUC, parce que nous, l'objectif aussi, ce que j'ai pas dit, c'est que le PUC, enfin, pour moi, je nous considère un peu comme un club formateur, même en basket, dans le sens où quand tu as des bons joueurs, ils vont partir. Après, on n'a pas 10 000 exemples de gens, tu vois, qui sont à un bon niveau, mais tu as des gens qui jouent quand même en 3e, 4e division. Là, tu en as un qui s'appelle Maxime Reynaud, qui joue à Stanford dans l'université, qui va peut-être être drafté en NBA. Non, je sais pas, je connais pas. Pas mauvais, je crois. Je vais mettre le 5, j'arrive, je vais réfléchir un peu. On part avec Anatole, Eugène, vas-y. Adam, vas-y. Islam. Vous avez le trombino? Ce sont les arbitres. Ouais, j'ai le combino. Il est pas. Allez. On en a parlé, c'est Et là, il y a un exemple qui me vient en tête, mais on a un joueur qui habite en Alsace, qui est arrivé il y a 1 an et demi, qui travaille à la Fédération française de basket. Et son grand-père jouait au PUC basket, qui est en équipe 1. Et ouais, j'ai quand même l'impression que le PUC basket, ça reste un nom important, parce que le basket, c'est aussi un peu une histoire familiale, je pense. C'est comme un peu tous les sports, mais tu fais du basket parce que ton père, il en a fait, ton grand-père, il en a fait. Et en tout cas, encore maintenant, aujourd'hui, les parents et les grands-parents, ils disent que le PUC, c'était un grand club. Et là, même le fait qu'on organise ce centenaire, tu vois, on arrive à faire un événement avec la Ligue Île-de-France de basket. Il y a eu un article dans le site du comité parisien, sur la Ligue Île-de-France. On est quand même un club important de l'histoire du basket. Et le basket, ça prend de plus en plus d'importance en plus dans la société. Enfin, on voit avec pas que Victor Wembanyama, mais avec tout ce qu'il y a autour du basket. Et donc, je pense que ouais, c'est important de rappeler aussi que le PUC basket, ça fait partie du très haut niveau de basket. Ça continue à être encore un acteur basket important, en tout cas sur Paris, parce qu'on est quand même 400 adhérents. Il y a des joueurs qui passent par le club qui finiront dans des bons championnats. Donc ouais, je pense qu'il y a une grande histoire et qu'il faut la rappeler. Et les amitiés, ça s'arrête vraiment pas qu'au terrain de basket. C'est vrai que, comme j'ai dit, on pouvait se voir au terrain de basket et on pouvait se voir ensuite le lendemain. On n'était pas au terrain de basket, on faisait totalement autre chose, mais la connexion était toujours la même. Il faut rire, il y a des petits jolis mecs. Ah, ça c'est mon player, ça. Mister Jamal, Gabriel. Jamal, comment ça va? Fort parce que j'y ai fait des copains et des copines, hein, donc forcément. Et ça, justement, ça a été un lien très très fort, je veux dire, qui permet de dépasser un petit peu les décennies même, voilà, parce qu'on a vécu des expériences fortes, parce qu'on a partagé des choses qui n'étaient pas forcément toujours très faciles, mais en même temps, toujours avec la bonne humeur, parce que bon, bien évidemment, comme pour le rugby, hein, après les matchs, on allait souvent manger ensemble, et bon. Et puis, voilà, et j'ai effectivement, bien évidemment, gardé des liens essentiellement avec les gens de ma période, de mon époque. Hein. Après, je sais plus trop ce qu'est devenu le PUC. Bon, je le découvre petit à petit, là, au travers de la préparation du centenaire, mais bon, c'est quelque chose qui m'a totalement échappé. Hein. L'épopée du PUC, c'est un passage marquant dans ma vie. À la fois sur le plan sportif, avec ce que m'a permis mon passage au PUC, accéder au plus haut niveau, avoir été présélectionné avec Roger Antoine dans l'équipe d'Europe, et puis avoir été quelque part un sportif de haut niveau accompli, avec le regret
que j'ai loupé les Jeux Olympiques de Rome parce que je me suis blessé un mois avant, alors que j'étais titulaire de cette équipe. Alors voilà, et ça c'est grâce au PUC. Si j'avais pas eu ce parcours-là, il est incontestable que je n'aurais jamais franchi cette étape du plus haut niveau sportif mondial. Par ailleurs, c'est tout, grâce au PUC et à, je dirais, à l'esprit qui est permanent, l'esprit d'un sport amateur, d'un sport tourné vers l'internationalisme, d'accueil et en même temps d'ouverture. Ça a été aussi qui m'a permis de découvrir d'autres horizons au-delà de mon parcours professionnel et d'une façon différente par le PUC justement et tous ces voyages que nous avons faits avec la section basket, que ce soit avec les garçons ou avec les filles. Et puis le PUC, eh bien, c'est un esprit aussi de quelque part d'intégration, mais en même temps de regard critique sur du critique positive sur le cheminement de la société en général à partir du monde universitaire. Hein. Et pour moi, ça a été quelque chose de marquant quelque part. Hein. Et si je continue aujourd'hui, parce que l'âge où je continue à militer, comme on l'a dit, pas militer, mais m'investir plutôt, hein, pas militer, je fais pas du militantisme, mais je participe à la fédération, et ben, c'est une façon aussi de rendre au sport français ce qu'il m'a amené au travers de mon passage avec le PUC. Voilà. C'est ma conclusion. Mais dès qu'on en sort, c'est de l'histoire. Ceux qui sont nés dans les années 80, ils connaissent pas le PUC. Il n'y a pas eu particulièrement de performances sportives. Si, la seule fois qu'on l'a cité, c'est quand, il y a quelques années, il y a 3-4 ans, quand l'Asvel masculin, féminin a gagné le championnat de France, ceux qui l'avaient fait avant, c'était le PUC. C'était il y a 50 ans. En fait, le PUC, c'est 9000 adhérents. Pour moi, le PUC et le PUC basket, c'est à la fois la même chose et à la fois pas la même chose. C'est-à-dire que chaque section a ses particularités, ses spécificités. Et je vais pas parler de sections que je connais pas. Mais en tout cas, j'ai quand même l'impression que c'est d'évoluer au plus haut niveau possible en championnat. C'est quoi l'esprit du PUC? Pour moi, c'est un peu la famille parce que tous mes coéquipiers, c'est mes meilleurs potes. Bah, le PUC, c'est une famille. Le PUC, c'est ma famille, donc je suis revenue voir ma famille. C'est pour ça que je suis retournée au PUC. Eh bien, j'aurais envie de dire, on s'entend que de changements dans le sport français, et le basket en particulier. Et parce que, effectivement, là, on peut mesurer toute la profondeur de l'évolution donc du sport et en particulier lié à sa professionnalisation. C'est devenu vraiment plus que du basket et c'est faire le choix d'aller au PUC, ça a été l'une des meilleures décisions de ma vie, ne serait-ce que pour les gens que j'ai rencontrés. Le PUC, bah moi, c'est mon quotidien, c'est mes meilleurs potes, c'est ma famille. Être l'héritière descendant du PUC basket, ça me rend très fière. Et en fait, j'ai juste envie de poursuivre l'histoire. Mais je peux dire qu'une seule chose, c'est PUC basket, PUC toujours. C'est tout ce que je peux dire.